Bonjour, nous sommes le 22 octobre 2021, vendredi 22 octobre 2021, avec une journée qui a été très pluvieuse hier, avec des très courts instants de clarté. Sinon, on se retrouvait aussi dans une nébulosité, mais on a eu quand même des intermittences euh, de temps pour lesquelles on a retrouvé de la clarté. On a retrouvé de la clarté, mais sinon, on avait de la pluie et une météo qui était quand même assez sombre. Pour la journée d'aujourd'hui, bon, on a la météo qui semble s'améliorer apparemment, mais il fait quand même humide, et ils disent que bon, au cours de la journée, il va faire sec. Et donc, si on a la journée qui devient sec, ben, avec le soleil, ben, c'est le bienvenu pour faire des agréables sorties, notamment des sorties sportives ou autres. Des sorties pédestres, sportives, vaquer à ses occupations, faire un jardin, travailler en extérieur, à but professionnel ou à but privé. euh, il sera loisible de pouvoir sortir si dès le moment où ça devient un peu plus sec. Maintenant, le vent, il y a un petit peu de vent. Bon, mais sachez qu'on est en automne, c'est pas un temps d'été. Alors ici, cette vidéo-ci va être riche en informations concernant euh, la géométrie vectorielle. C'est un aspect de géométrie vectorielle. Alors, cet aspect de géométrie vectorielle n'est rien d'autre de ce qu'on appelle, bien sûr, euh, l'algèbre vectorielle induite par la géométrie vectorielle. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'algèbre vectorielle va induire euh, des écritures vectorielles propres, propices à des situations euh, quand je dis des situations, ce sont des figures, des formes géométriques qui sont dans l'espace ou dans le plan, peu importe. Mais en tout cas, ça va induire des écritures vectorielles. Ces écritures vectorielles, euh, qui sont propices à certaines situations, qui ont été déjà découvertes, bon, très longtemps, hein, on peut retomber à l'époque de l'Antiquité, au niveau des mathématiciens grecs. Bon, ils avaient déjà découvert certaines choses, bien qu'il n'y avait pas. Je crois que les vecteurs n'existaient pas à ce moment-là. Mais en tout cas, ils avaient déjà des notions de distance, de distance. Ils savaient bien qu'il y avait des relations, des relations. Maintenant, quand il y a eu l'aspect vectoriel, c'est normal que on a élaboré des théories vectorielles en rapport avec ce que connaissaient nos anciens, c'est-à-dire nos ancêtres, les Grecs. Donc, cette notion fondamentale qui va être très riche ici au niveau de la culture de euh, la géométrie vectorielle est ce qu'on appelle les identités remarquables vectorielles. Alors il y en a toute une panoplie. Bon, le but ici c'est pas de les voir tous, mais le but ici c'est d'en voir quand même toute une grosse panoplie qui peut vous aider quand on vous demande certaines choses au niveau de la géométrie vectorielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous demander? Bah, on peut parler du triangle, faire de la géométrie vectorielle sur le triangle, sur le parallélogramme, sur des quadrilatères quelconques, sur des quadrilatères réguliers, sur des figures quelconques. Des figures, on peut faire. Voilà. Alors, on peut faire de la géométrie aussi sur un cercle. Et ça, c'est là, par exemple, en géométrie plane, ben, on peut retrouver des identités remarquables vectorielles sur le cercle, sur le triangle, sur le parallélogramme, sur les quadrilatères et tout ce qui se trouve dans un plan. Tout ce qui se trouve dans un plan. Bon, maintenant, on peut faire aussi la géométrie vectorielle dans l'espace. Par exemple, en parlant d'un tétraèdre. On parle d'un tétraèdre. Donc à ce moment-là, on peut avoir des identités remarquables, aussi bien dans le plan que dans l'espace. Et on en retrouvera, bien sûr, des identités remarquables pour les tétraèdres. Et je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, la première des choses, je vais les numéroter, tout comme ça. Bon, certaines démonstrations ont déjà été établies. Voilà, certaines démonstrations ont été établies. Donc, je dirais d'aller les voir, hein. Et d'autres feront l'objet de démonstrations à l'avenir. Mais de toute façon, je vais mettre une numérotation de telle manière à vous dire, bon, la numéro 1, ben, renverrai un lien vers le numéro pour lequel ça le décrit.
Si j'ai une identité remarquable vectorielle, si elle est décrite, je vais mettre un numéro, comme ça, ce numéro, je pourrais le reprendre et le renverrer, le renvoyer, je m'excuse, le renvoyer vers un lien qui est la démonstration. Vers un lien qui est la démonstration, ou c'est pas forcément l'objet d'une démonstration, mais d'un exercice qui a été résolu. Donc si l'exercice ou la démonstration a été résolu, ben, je renverrai vers le lien qui explique la vidéo. Enfin, la vidéo, le lien qui va en renvoyer vers une vidéo qui est explicative par rapport au numéro qui est repris. Alors, il ne faut pas que maintenant j'omette un numéro, parce que sinon ça pourrait être la bérésina concernant voilà, les liens. Donc j'essaierai de chaque identité remarquable que je vais formaliser, eh bien je mettrai un lien pour pouvoir le renvoyer vers une démonstration. Si elle est déjà faite, bon, je le ferai tout de suite. Si elle n'est pas encore faite, ben, je le ferai le jour où je ferai la démonstration. À ce moment-là, je reviendrai dans cette vidéo aussi pour envoyer en commentaire vers, vers le lien, vers le lien qui démontrera ou tout simplement solutionnera la réponse d'un énoncé qui est basé sur, bien sûr, sur une identité remarquable vectorielle. Alors je vais commencer. On ne sait pas par quoi commencer quand on commence quelque chose. Ben, il faut quand même se lancer à l'eau. C'est comme toujours. Hein. Parfois on est un petit peu, je veux dire, voilà, on ne sait pas par où commencer. Mais en tout cas, il faut commencer par quelque chose. Alors commençons par ce quelque chose. Et la première identité vectorielle. Alors la première identité vectorielle, qui a déjà, celle-ci, elle a déjà été démontrée. Je vais mettre la une. La une, c'est une identité vectorielle qui demandait je ne sais plus c'était laquelle. euh, bon, c'est vrai que j'ai dit que j'allais commencer à faire un début, mais j'ai du mal à me décider. J'ai du mal à me décider. Je n'ai pas encore fait le grand saut, je m'excuse. Bon, je suis toujours en train de me décider. Le grand saut, il va commencer, mais bon, le problème, c'est que il faut que je fasse ce saut. Eh bien, je vais commencer le grand saut. Il y a pas de problème. Je vais commencer ce grand saut. Alors, le premier grand saut, justement, il est dans l'espace. Il est dans l'espace. Je vous énonce une des premières identités remarquables, c'est que dans tout tétraèdre, tous, tous, parce que, pourquoi dans tous? Parce que dans tout tétraèdre, parce qu'il y a plusieurs types de tétraèdres. Hein. Il y a le tétraèdre régulier, le tétraèdre orthocentrique, il y a différents types de tétraèdres, en fonction des triangles que l'on a en présence. Si on a des triangles rectangles, etc., ben, on a différents types de tétraèdres. Donc, ici, c'est vraiment dans tous. Hein. Quel que soit le tétraèdre que vous allez prendre, l'identité remarquable que je vais mettre fonctionne. Donc ici, je suis bien dans l'espace parce que je parle de tétraèdre. Dans tout tétraèdre, on a la relation suivante. L'identité remarquable suivante. Alors celle-ci, elle a déjà été démontrée. Hein. Bon, je ne vais pas le redémontrer parce que ça a déjà été fait. De toute façon, ici, ça n'a aucune information de démonstration ici. Hein, parce que je vous dis, ici, je vais faire qu'énoncer. Hein. C'est juste parce que si je commence à démontrer tout ça, j'en ai pour bon, 3-4 heures à démontrer toutes les démonstrations que je vais faire ici. Donc ça ne m'intéresse pas de les démontrer ici. Certaines ont été démontrées, d'autres seront démontrées à l'avenir. Tout n'a pas encore été fait, bien sûr. C'est en base de, c'est en phase de construction. Bon. Et maintenant, je peux commencer. Donc dans tout tétraèdre, on a la relation suivante. AB. Donc c'est un tétraèdre ABCD, bien sûr. Hein. Il est noté A, B, C, D. Et on aura la relation vectorielle A, D fois A, C plus
A, B fois A, D plus A, C fois A, B égale C, B fois C, D. Voilà. Celle-ci, elle a été démontrée. Hein. Je l'ai démontrée. C'était assez simple comme démonstration parce que il fallait juste rajouter CA vectoriel CA aux membres de gauche. Alors, je rappelle que CA fois CA, ça fait 0. Mais ouais, c'est comme si on n'avait rien fait, mais on rajoute CA fois CA aux membres de gauche. Bon, et voilà. Et la démonstration, elle partait sur base de ça. Il y avait une petite astuce, voilà, à faire dans la démonstration. Mais là, de toute façon, je ne parle pas de démonstration, elle a été faite. Donc allez la voir, tout a été fait. Voilà. Donc AD fois AC plus AB fois AD plus AC fois AB est égal à CB fois CD. Et ça, c'est vrai dans tout tétraèdre ABCD. C'est vrai. Donc ça, c'est la première identité remarquable. Bon, qui a été démontrée, donc je renverrai vers le lien où ça a été fait. Alors, la deuxième identité remarquable qui pourrait venir à l'esprit, c'est la suivante. Numéro 2, alors je vous ai dit que c'était fort important la numérotation pour éviter une bérésina dans les numérotations et ne pas renvoyer vers les liens où il y a les démonstrations. Hein. Donc il faut que je n'oublie pas cette numérotation, ça va être exclusivement important dans ce cas d'énoncer les identités remarquables. Donc ce qui viendra à l'esprit en second lieu, je prendrai encore un produit scalaire. Un produit scalaire. Alors là, en produit scalaire, je peux dire soit 4 points. Je les décrirai par A, B, C, D. Alors, ces 4 points, soit A, B, C, D, qui sont 4 points. Alors vous allez me dire, oui, on sait bien que c'est 4 points. Oui, oui, d'accord, bon, on sait bien que c'est 4 points, mais ces 4 points, tout d'abord, quelconques, je les spécifie, que c'est quelconque, ça c'est déjà une chose. Et la seconde, c'est 4 points quelconques du plan ou de l'espace. Donc, que vous preniez dans les plans ou dans l'espace, l'identité remarquable va avoir lieu. Alors, quelle est cette identité remarquable qui a déjà été démontrée aussi hein. Celle-là, je renverrai vers un lien de démonstration, puisque la démonstration a été faite. Alors, soit ABCD 4 points quelconques du plan ou de l'espace, on a AB fois CD plus AC fois DB plus ABCD plus ACDB plus AD fois BC. Et là, bien sûr, c'est un produit scalaire, donc ça doit donner 0. C'est pas un vecteur, hein, contrairement... Bon, autant la première, c'est du produit vectoriel, on a tous des vecteurs partout. En résultat, bien sûr, tous les termes sont des vecteurs. Par contre, ici, tous les termes sont des scalaires. Hein. Pour multiplier deux vecteurs de manière scalaire, par le produit scalaire, par l'opérateur qui est le produit scalaire,
ben, vous allez avoir un scalaire. Donc la somme de scalaire, ça fait un scalaire. Et ici, le scalaire, c'est un scalaire spécial qui vaut, exceptionnel, qui vaut 0. Donc quand vous faites la somme là, ça fera 0. La somme de scalaire ici, elle fait 0. Et ça, c'est 4 points quelconques du plan ou de l'espace, c'est toujours vérifiable. AB fois CD plus AC fois DB plus AD fois BC égale 0. Ça avait été démontré dans une des vidéos. Donc ça, la démonstration a été faite. Voilà. Ça, c'est une des deuxièmes identités remarquables. Alors, une troisième que je vais bientôt réaliser en démonstration, elle sera faite bientôt, puisqu'elle n'a pas encore été faite, c'est une identité qui est la suivante. A fois B, donc ce sont des doubles produits vectoriels, hein. A fois B fois C, plus B fois C fois A, plus C fois A fois B, égale 0. Alors là, on a du double produit vectoriel. Je démontrerai cette identité-là. Donc A fois B fois C, plus B fois C fois A, plus A, C fois A fois B. Vous aurez remarqué qu'ici, ce sont des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des permutations circulaires, hein. Ouais, vous avez une permutation circulaire. En produit vectoriel, c'est A, B, C, B, C, A et C, A, B. Hein. Ça, vous avez compris. On va regarder si on a vraiment une permutation circulaire. A, B, C, A, B, C, B, C, A, C, A, B. Si, c'est une permutation circulaire. Ça, c'est une autre qui est la 3. Maintenant, je vais mettre une quatrième identité remarquable. Alors, une quatrième serait au niveau des produits mixtes. Produits mixtes. On aurait A fois B, virgule, A fois C, virgule, D. C'est des produits mixtes. Hein. Bon, là, ça va voir. Je démontrerai. Elle n'a pas été démontrée non plus, celle-là. D, A fois B, A fois B, A fois C, virgule D, est égal à le produit scalaire A par C fois A, B, C. Hein. C'est produit mixte. Hein. ABC, ici, c'est un produit mixte. Celui-ci est un produit mixte comme celui-là l'est. Mais ce produit mixte, il contient des produits vectoriels à gauche. Donc c'est A. Je démontrerai, ça n'a pas été fait. Alors, ce que je peux faire, c'est de faire ceux qui ont été déjà à l'instant démontrés. Alors, celui-ci, il a été démontré. Le 1, je vous l'ai dit. Le 2, il a été démontré. Le 3, je vais le faire instamment. Le 4, je le ferai aussi. Hein. Bon, je les ferai tous, de toute façon. 3, 4 n'ont pas été faits ici. Je les démontrerai. Un double produit vectoriel et un où il y a du produit mixte.
La cinquième, c'est A fois B, produit scalaire C fois D. Si c'est un produit vectoriel, C fois D, plus B fois C. Je n'ai pas encore démontré celle-ci non plus, donc je ne vais pas l'entourer. Fois A fois D, plus A fois B, C fois D, B fois C, A fois D, plus C fois D, fois B fois D. Égale. Bien sûr, ce sont des produits scalaires, hein, parce que là, on a un scalaire. Oui, là, on a un produit vectoriel fois un scalaire, ça fait un scalaire. Produit vectoriel, c'est un vecteur, produit vectoriel, c'est un vecteur, mais là, on a un scalaire, donc c'est un scalaire. Produit vectoriel, ça donne un vecteur, produit vectoriel, ça donne un vecteur, mais là, on a un scalaire. Donc, ça veut dire que c'est une somme de scalaires, qui dit somme de scalaires, dit résultat est un scalaire. Mais ici, c'est un scalaire particulier, qui est exceptionnel, qui est voilà, le scalaire 0. Tout ça, ça donne 0. Donc, ça donne une identité remarquable, où tout ce produit vectoriel-là donne le nombre 0. Je rappelle que le 0 est le centre des nombres. Hein. Donc, quand vous voyez 0, c'est le centre des nombres. Chaque fois, quand tu dis identité remarquable, c'est pas pour rien. Hein. Ça vous donne. Voilà, quand ça donne 0, c'est le centre des nombres. Hein. Là, ça donne 0, c'est le centre des nombres. Là-bas, c'est 0, le 0 vectoriel. Ça donne un point. Voilà, donc, ce sont des identités remarquables. Alors, le 2, 3, 4, 3, 4 n'ont pas été démontrés. Celui-ci, le 5, je vais le démontrer plus tard. Bon, je vais rechercher des autres. Maintenant, je vais retomber en plein dans la géométrie, parce que je vais énoncer des propriétés géométriques au fur et à mesure, hein, ou voilà, des cas de situation de la géométrie. Donc, c'est pas, les identités remarquables ne sont pas forcément qu'une écriture algébrique, hein, une algébrique vectorielle. Non, ça peut être des énoncés, ça peut être des mises en situation, etc. Le 6. Le 6. Alors, ici, c'est une situation. A, B, C. Détermine dans un ROD un plan. Bon, ce plan, je peux l'appeler pi. C'est une situation ici. Hein. Cette situation va induire, bien sûr, une identité vectorielle. Alors, cette identité vectorielle, on a ici OA fois OB plus OB fois OC. Alors, qu'est-ce qui est cyclique ici? C'est les lettres AB. Hein. Vous avez AB, BC, plus... Alors, O, c'est l'origine. Hein. C'est l'origine du repère. Hein. OC fois CA.
Et oui, on a bien AB, BC, CA. Donc on a bien une permutation cyclique des lettres ABC. Et là, ça, c'est perpendiculaire à pi, au plan pi, contenant les points ABC. Alors, cette identité était démontrée. C'est le 6. L'identité 6 a été démontrée. Le 7. A, B, C. Collinaire. P n'est pas sur cette droite. Donc on dit qu'ABC est collinaire, donc c'est une droite. Bon, c'est un problème spatial ici. Hein. Ça peut être un problème de plan ou de l'espace. Hein. Le 7, c'est soit dans le plan ou dans l'espace. Alors, vous aurez compris que dès le moment où vous avez du produit vectoriel, c'est dans l'espace. Hein. Parce que dans le produit vectoriel, ça induit un vecteur perpendiculaire au plan pour lequel on fait le produit vectoriel. Des vecteurs pour lesquels on fait le produit vectoriel. Donc, par exemple, si je prends OA fois OB, là, produit vectoriel, ben, ça va induire un vecteur qui est perpendiculaire au plan OA, OB. Donc, ça veut dire qu'on est d'office dans l'espace. Donc, dès le moment où vous voyez du produit vectoriel, on est dans l'espace. Par contre, ici, quand je dis ABC collinaire, P n'est pas sur cette droite, ça peut marcher aussi bien au niveau dans le plan euh, que dans l'espace. Simplement, ici, le problème, c'est qu'on a du produit vectoriel. Donc, si on a du produit vectoriel, bah, il faut avoir un contexte spatial parce qu'il faut quand même que je puisse mettre le résultat, par exemple, de PA fois PB. Son résultat, je devrais pouvoir le placer. Et ça, il se place dans l'espace. Donc, on va dire plutôt, si je veux placer les vecteurs dans l'espace, résultat de PA fois PB, ben, je dirais que ben, c'est un problème dans l'espace. Alors ici, je remplace tout bonnement le point O du précédent, là, qui était avant, par P. Hein. O devient P. C'est un petit peu la même. PB, PC, plus PC, PA. Et bien sûr, on a encore voilà. C'est cyclique. Hein. AB, puis BC, puis CA. Et c'est toujours le même point P. Là, bien sûr, vous aurez compris que c'est un vecteur. Et c'est le vecteur nul. Et celui-là a été démontré. Alors, il ressemble à celui-ci. Là, on a A, A, là, puis voilà, là on a il ressemble un petit peu à celui-là, aux deux. Attention qu'ici c'est un produit scalaire. Non, ici c'est un produit scalaire, je m'excuse, c'est un produit scalaire. C'est un produit scalaire. Oui, il ressemble aux deux, mais là c'est avec un produit scalaire. Alors que là c'est avec un. Ça ressemble, mais c'est pas parce que ça y ressemble que comparaison n'est pas raison. C'est ça. Voilà, bon, on pourrait dire que voilà. Quand je veux dire ça y ressemble, c'est parce qu'on a un produit. Ici on a un produit scalaire, alors que là on a un produit vectoriel, et c'est une somme de scalaires ici. Alors que l'autre c'est une somme de vecteurs. Voilà, c'est un petit peu ça. Ça y ressemble un petit peu, mais pas dans la philosophie, ça y ressemble, mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y en a un, il va donner un scalaire, l'autre un vecteur, l'autre il donne
un 0 scalaire, celui-ci va donner un 0 vectoriel. Il donne un point, celui-ci, alors que l'autre, il donne une valeur 0. Bon, ça, il ressemble, mais une comparaison n'est pas raison. Maintenant, vous avez l'identité remarquable en tout point du plan ou de l'espace, qui est la suivante. Alors, il ne faut pas que je me trompe dans la numérotation. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'identité remarquable, très importante de géométrie vectorielle, c'est que A et B sont distincts, c'est-à-dire que A et B sont différents. A différent de B, M milieu de AB, c'est M milieu du segment AB. Je m'excuse. Alors, quel que soit P, je m'excuse. Quel que soit P du plan ou de l'espace. Je m'excuse. Me revoici, je m'excuse. Donc je disais, on a A et B, M milieu de AB. Bon, bien sûr, A est distinct de B. A est distinct de B. M milieu de AB, alors qu'est-ce qu'on a? Bien, on a l'égalité remarquable de l'espace ou du plan. On a PA plus PB PA plus PB sur 2. Voilà, ça c'est. Alors ça a déjà été démontré. Cette égalité-là, elle a été démontrée. C'est la 8.
Alors maintenant, je vais aller sur Internet et on va regarder quelques petites relations. Ici, on a la géométrie du tétraèdre, vous connaissez parce que je l'ai déjà parcouru pour ceux qui suivent mes vidéos. Bon, je n'ai plus à le présenter parce que je l'ai déjà présenté plusieurs fois. Voilà, c'est la géométrie du tétraèdre de Philippe Thiel. Alors, bon, il parle du tétraèdre, bon, fatalement, parce que c'est la géométrie du tétraèdre. Le tétraèdre est composé de triangles. Donc, et là, il reprend ici certaines propriétés de différents tétraèdres, hein, ou ou des propriétés qui peuvent être valables pour tous les tétraèdres ou certains tétraèdres. Voilà, ça c'est une relation entre les angles. Vous voyez qu'ici ils disent la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère gauche n'est pas constante et les exemples ne manquent pas. Une relation élémentaire qui réduit pas mal de questions. La somme des angles intérieurs d'un quadrilatère gauche est compris entre 0 et 2π. Or, le tétraèdre est construit sur base d'un quadrilatère gauche. Voilà. Donc il est construit sur base de ça. Donc c'est pour ça qu'ils mettent cette relation-là. Ça, ce sont les cas d'isométrie. Il parle beaucoup des angles, hein. Ah, ici, ça c'est l'angle solide. Et voici la relation sur le triangle. Et là, on a des relations vectorielles. Alors, la première relation, c'est une relation d'angle, on s'en fout. Vous savez bien, c'est l'angle entre VB. Il vous donne les angles entre les vecteurs unitaires. VA, VB, VC sont des vecteurs unitaires, hein. Ce sont des vecteurs unitaires. Ici, bon, l'angle VB, VC égale pi moins A. Bon, il parle des angles, on s'en fout. Ici, moi, je suis en train de voir les relations vectorielles. Alors, la deuxième relation est aussi une relation d'angle. C'est l'angle VB-VC plus l'angle VC-VA plus l'angle VA-VB égale 2π. Bon, mais ça ne me regarde pas parce que ici, je suis en train de voir la relation vectorielle. Et là, on a une relation vectorielle qui est A fois VA plus B fois VB plus C fois VC égale 0. Voilà, ça, c'est une relation vectorielle. Donc, je peux le noter. 9. A. Je n'ai pas démontré ça. 9. A fois VA plus B fois VB plus C fois VC C fois VC égale 0. Alors VA c'est un vecteur unitaire. VA égale VB égale VC. Bon, comme c'est des scalaires, voilà, VA, je peux noter VA égale VB égale VC égale 1, c'est la même chose, hein. C'est des vecteurs unitaires. Et A, ce sont les longueurs, hein. A, ce sont les longueurs. Voilà, A, c'est la longueur du segment BC. Donc vous faites A fois VA. BA, c'est la longueur C. Donc c'est C fois BC. Et la longueur AC, c'est B fois BB. Bon, ça, c'est une relation vectorielle qui peut être prise en compte ici pour les triangles. Et donc, pour les tétraèdres, on aura plus ou moins la même chose. Là. Alors ici, il parle encore des angles, mais on s'en fout. Et là, il parle du tétraèdre, il parle des angles du tétraèdre, l'angle VAB, VAB V de la face ABC moins V de la face ABD égale pi moins l'angle B'.
Bon, ça c'est les angles. Alors on a une deuxième relation avec les angles, mais on s'en fout. La somme là-bas, elle fait 4pi. Par contre, la troisième relation est plus intéressante, puisque ça concerne les vecteurs. Alors là, vous avez VABC. VABC, c'est le vecteur de... il y a quatre faces, hein, et c'est chaque fois des vecteurs unitaires. Hein. Euh, donc on a quatre surfaces, et les quatre surfaces... les quatre surfaces, la somme fait 0. Alors comment est-ce que je pourrais écrire ça? Alors ça j'ai démontré. Hein. J'avais démontré le 10. Le 10 il a été démontré. Alors on a la surface S1 fois son vecteur unitaire V1 plus la surface S2 fois le vecteur unitaire V2 plus la surface S3 fois le vecteur unitaire V3 plus la surface S4 fois le vecteur unitaire V4. Il y a 4 surfaces. Hein. Alors on a, c'est la somme des SI VI pour I égale à 1, comme il y a 4 faces, ça va jusqu'à 4. Eh bien ça fait 0. Bon, c'est des vecteurs, parce que vous faites une surface. Voilà. Donc je peux mettre des vecteurs unitaires sur les faces ou un représentant vectoriel qui est un vecteur qui n'est pas non unitaire, enfin qui est non unitaire et qui représente voilà, la surface. Soit je peux le mettre unitaire ou pas. Soit il va représenter la surface. De toute façon, il représente toujours la surface, mais je peux le mettre unitaire ou pas. C'est pas un problème ça. Je peux le rendre unitaire. Hein. Alors si vous vous rendez unitaire, ben, vous faites S1 fois V1. Alors ici, je vous rappelle que V1, V2, V3, V4 sont unitaires. V1, V2, V3, V4 sont unitaires. Alors j'aurais pu mettre directement V, V1, V2, V3, V4. Voilà. Et là, il ne serait pas unitaire. Et là, j'aurais directement V1, V2, V3, V4 égale 0. Alors comment je pourrais écrire ça? Ben, si je ne mets pas de vecteur unitaire que je considère directement la face, enfin la valeur de la face, ben je dirais FK, c'est la face, VK, FK ce sont les faces, hein, il y en a 4, K variant de 1 à 4. VK, donc est perpendiculaire à FK, ça veut dire que V1 perpendiculaire à F1, V2 à F2, V3 à F3, F4 et V4 à F4. Attention qu'ici le V, le VK est vers l'extérieur. Il est vers l'extérieur. Ils sont tous vers l'extérieur, sinon on n'aurait pas la relation. Hein. Et ici, la norme de VK, c'est pas un vecteur unitaire. Je vous ai dit, ici, je prends directement la surface, donc il vaudra la surface de FK. FK, c'est la surface. C'est la surface des faces. De la face, FK, c'est la surface de la face, c'est la surface de la face K. C'est la surface de la face K. En quelque sorte, c'est ce que j'ai écrit là, mais là je l'ai écrit avec des vecteurs unitaires multipliant la surface. Et là maintenant, je l'écris directement. Voilà, et là je peux écrire directement V1 plus V2, pour autant qu'ils soient tous vers l'extérieur, V1 plus V2 plus V3 plus V4 égale le vecteur nul. Voilà, et ceci, ça a été démontré. La relation 10 a été démontrée. Donc ceci, là, ce que vous voyez en troisième relation, ça a été démontré. Alors ici, vous voyez que le déterminant de A fois B, c'est déterminant de A fois déterminant de B. C'est une propriété.
troisième relation, je ne sais pas ce qu'elle est. Bon, la troisième relation, je vais pas la démontrer parce qu'elle a été démontrée. Hein. La preuve, j'ai pas besoin de preuve parce que ça a déjà été démontré. Mais là, il montre la preuve ici par, voilà, en expliquant comme ceci. Voilà. Voilà, donc ici, il montre pourquoi on a la troisième relation. Alors, on a un déterminant au point de vue des angles, mais ça ne m'intéresse pas. La somme des angles intérieurs de face, ça fait 4pi. Au niveau des angles dièdres, on a la relation de Clausen. Et là aussi, c'est au niveau des angles. C'est par rapport à un déterminant qui s'annule, mais ça, c'est une relation d'angle, donc c'est pas une relation vectorielle. On a la relation de Pythagore qui est vérifiée. Les relations des triangles, enfin des, comment est-ce qu'on appelle ça, de la relation sinus, qui est vérifiée pour le tétraèdre qui ressemble bien sûr au triangle. Il y a une composante en plus. Hein. Vous voyez, c'est une composante en plus. Le volume, ça c'est 1/6 du déterminant AB, AC, AD. On a cette formule-là. Voilà, et c'est ça, c'est cours des relations. Hein. On peut dire que si on développe le donc AB fois AC, on aura ceci. C'était une relation que je peux rajouter, ça. Voilà. C'est une relation que je peux rajouter dans les identités remarquables. Voilà. Et après, c'est fini. Et après, il parle des bimédiatrices, des bimédianes, des bi-auteurs, des auteurs, des médianes, des bimédianes, et quelques propriétés voilà, de tétraèdres avec leurs enveloppes. Oui, calcul du barycentre, mais ça, de toute façon, je vais en parler ici. C'est pas un problème. Voilà, à part ça, après il termine, il y a 64 pages. Bon, il a très bien fait un bon travail. Il a fait un bon travail. Ici, je vais continuer, bien sûr, vous aurez compris que je vais continuer. Ça, c'est la relation 9. Il y a une relation 10. Alors, la relation 10 va être liée à Menelaus. Bon, ça, je ne l'ai pas encore démontré, je le ferai plus tard. Menelaus, c'est un grec. Hein. Relation de Ménélaüs. Bon, c'est après Jésus-Christ. 80 après Jésus-Christ, je crois. Menelaüs, la relation de Menelaüs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Menelaüs? A, B, C est un triangle. Donc c'est dans le plan. Là, on est exclusivement dans le plan. C'est un triangle. Alors, M est sur AB. Ni en A, ni en B. M sur AB. Ni en A, ni en B. Alors ça, je peux l'écrire. Hein, bon, comme ça, vous... Ni en A, ni en B. N sur BC, ni en B ni en C, ni en B ni en C, P sur CA, vous voyez c'est une permutation cyclique AB, BC, CA, ni en C ni en A. Et là,
on a les rapports de section, les rapports segmentaires. A, B, virgule M égale R1. B, C, N égale R2. C, A, P égale R3. Alors bien sûr, vous retrouvez ici M, N et P. Et là, on a la rotation cyclique des 3 points du triangle AB, BC, CA. Alors, quand on a ça, on dira que M, N, P est aligné. Aligné, c'est-à-dire collinéaire. Si on a la relation R1 fois R2 fois R3 égale moins 1. Alors, ça c'est dans le plan. C'est dans le plan. Je peux faire la même chose dans l'espace. On a cette fois-ci non pas 3 points, mais 4 points. A, B, C, A, B, C, D. Alors, ABCD forme un quadrilatère gauche. Est un quadrilatère gauche. Comme vous avez trouvé dans le site ici, il parlait du quadrilatère gauche. Au départ, hein, bon, il parlait... Là, il parlait, je crois, des angles. Bon, il y avait une relation d'angle, mais pas une relation vectorielle sur les quadrilatères gauche. Vous pouvez visiter le site, vous verrez qu'il parlait des angles au niveau du quadrilatère gauche, mais pas de relation vectorielle. Par contre, ici, c'est une relation vectorielle que je parlais. Alors, ABM, c'est un petit peu la même relation que celle-ci. Hein. Simplement, on n'aura pas moins 1, mais on aura 1. ABM, BCN, CAP, c'est Menelaus dans l'espace. Donc, A, B, M égale R1, B, C, N égale R2, AB, BC, CD, MNP égale R3. Et enfin, pour terminer comment est-ce qu'on appelle ça? La permutation circulaire, c'est AB, BC, CD, DA, et les points, c'est MNPQ égale R4. Alors là, on ne dira pas aligné, mais coplanaire. M, MN, P, Q, coplanaire, à la condition que R1 fois R2 fois R3 fois R4, pas égal à moins 1, mais 1 ici. Égal à 1. C'est le Menelaus, si vous voulez, dans l'espace. C'est Menelaus dans l'espace. Mais Menelaus dans l'espace. Alors que le précédent, le 10, c'est Menelaus dans le plan.
Quoique... non, c'est pas du Menelaus dans l'espace, je m'excuse. C'est pas du Menelaus dans l'espace. Je ne crois pas que c'est du Menelaus dans l'espace. Puisque le rapport fait 1. L'autre, le rapport, il fait moins 1. AB, BC, CA. C'est vrai que c'est ressemblant. Hein. MNP. Bon, coplanaire. Coplanaire. Oui, je crois pas que c'est du Menelaus dans l'espace. Pourquoi? Parce que je vais tirer un autre... c'est pas du Menelaus dans l'espace. Parce que le Menelaus, il donne moins 1. Bon, et moins 1, c'est aligné. C'est-à-dire collinaire. Ici, c'est... Aligné, c'est collinaire. Bon, alors pourquoi je dis ça? Parce que je vais introduire un 12e. Et là, bon, je vous rappelle que Jean de Seva, l'alignement des points, enfin, je m'excuse, Menelaus dans le plan, ça date des Grecs. Hein. Les Grecs, bon, nos ancêtres, les Grecs, qui ont découvert que, bon, quand on avait un rapport comme c'est pas vectoriel, parce que, bon, je crois pas qu'ils connaissaient les vecteurs à ce moment-là. Bon, mais en tout cas, bon, ils savaient bien qu'il y avait un rapport qui faisait moins 1, ça c'est sûr et certain. Bon, mais pas vectoriel, parce que les vecteurs à ce moment-là n'existaient pas. En 80 ans après Jésus-Christ, il n'y a pas de vecteurs. Par contre, en C100, bien entre, je ne sais plus quelle année, en C100, là on a eu un Italien qui s'appelle Jean de Seva. Là on est 11, donc le 12, c'est Jean de Seva. Ça n'a plus rien à voir avec les Grecs. Hein. Les Grecs c'est 80 avant, après Jésus-Christ. Ici on est en C100. En C100, c'est Jean de Seva qui a trouvé donc, la relation vectorielle suivante, 12, Jean de Seva. Alors je vous rappelle, c'est au-delà de ces 100. Hein. Alors qu'est-ce qu'il dit? A, B, C est un triangle. Est-ce que c'est anodin ça? Ben non. Pourquoi? Parce qu'un triangle, c'est une figure dans le plan. C'est une figure dans le plan. C'est tout simplement ce que ça veut dire. ABC est une figure du plan. Donc on est dans le plan ici. Est un triangle sur le support de chaque côté. On prend un point distinct. Donc un point distinct de chaque sommet. Donc ça veut dire quoi ça? Ben, si vous prenez, c'est un petit peu comme Menelaus. Hein. Voilà. N sur AB ni A ni B, N sur BC ni B ni C, et P sur CA ni C ni A. C'est un petit peu ça.
Alors, si on trouve cette fois-ci, c'est un petit peu du Menelaus, mais si on trouve R1, R2, R3 égale 1 cette fois-ci, donc j'aurai AB, AB, BC, CA, M, N, P égale R1, point virgule, j'aurais dû pas les coller comme ceci, R1, R2, R3. Alors, les droites AN, virgule, MNP, donc c'est AN, BP, CM sont concurrentes ou parallèles. Alors ça veut dire quoi ça? Ouais, bien sûr, si j'ai pas terminé, hein. Si on a bien sûr R1 fois R2 fois R3 égale 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, vous savez très bien qu'un plan est déterminé par 3 points non alignés, mais par deux droites parallèles ou de droites séquentes. Or justement ici, soit elles sont concurrentes ou parallèles, donc elles forment un plan. Donc ça veut dire que tout est dans le même plan. Les droites sont tous dans le même plan, donc les droites sont coplanaires. Les droites sont coplanaires. Et alors, justement, Jean de Seva, je dirais plutôt, quand tout à l'heure je vous disais Menelaus, mais Menelaus ça donne -1, oui, c'est aligné, c'est collinaire, mais Jean de Seva, c'est plutôt euh, coplanaire. Donc ici, quand je prends celui-ci, un quadrilatère gauche, cette fois-ci c'est dans l'espace, coplanaire, c'est quand on a un, donc c'est du 2 Seva. C'est relatif à du 2 Seva. C'est relatif à du 2 Seva dans l'espace. Ça c'est le 2 Seva dans l'espace. Et celui-ci, c'est le 2 Seva, 2 Seva dans le plan. Ça c'est du 2 Seva dans le plan. Donc quand le rapport fait 1, et non pas -1, parce que -1, c'est Menelaus. Et là, c'est pour dire que c'est collinaire. Hein. Voilà, là, c'est pour dire que c'est... Alors, c'est tout des produits vecteurs. Enfin, c'est tout des vecteurs qui rentrent en jeu. Hein. Quand je dis R1, c'est des rapports segmentaires avec des vecteurs. Hein. Bon, avec des distances et des vecteurs. C'est pour ça que je dis que ça fait partie des identités remarquables vectorielles. Hein. Voilà. Donc, Menelaus, ben, le produit, il fait -1. Et là, ça veut dire que c'est collinaire. De Seva, le produit, il fait 1. On a 3 produits, sinon voilà, il fait 1. Ça veut dire qu'on est coplanaire. Concurrente ou parallèle, c'est coplanaire. Mais ici, c'est dans l'espace, c'est 2 Seva dans l'espace. On a
R1 fois R2 fois R3 fois R4, parce qu'on est dans l'espace, égale 1. Donc c'est du 2 Ceva. Alors, Menelaus a été trouvé dans l'époque grecque, alors que De Ceva, c'est un Italien bon, qui a été trouvé en 1600. Je ne sais pas exactement quand. Alors, continuons. On va continuer les identités vectorielles pour tomber à des identités vectorielles très importantes en usage mécanique et en usage voilà. Alors ABC est un triangle quelconque. Hein. Alors, on travaille beaucoup avec des triangles, des parallélogrammes. Bon, on peut travailler avec des cercles aussi. Voilà. Après, je mettrai des identités avec des cercles. Pourquoi pas. ABC est un triangle. G est le centre de gravité du triangle. G, centre de gravité du triangle. Je n'ai pas démontré ça. Hein. Donc je ne mets pas en... « 12, 13. Jean de Séva n'a pas été démontré. Je le ferai. Le 11 non plus. Le 10 non plus. Ça viendra. Tout ça, ça viendra. Par contre, celui-ci, il a été démontré. Hein. Le 9, le 10 a été démontré. Oui. Si le 10 a été démontré, indirectement, le 9 l'est aussi. Hein. Oui, le 9 et 10. Si j'ai démontré le 9, le 10 et le 9, c'est le même. Hein. Simplement, l'écriture est différente. Parce que VA, c'est un vecteur unitaire, oui. 9 et 10, je peux l'entourer. Celui-là, il est fait. Le 8 est fait. Donc, vous voyez que le 1 a été démontré. Le 2 a été démontré. Le 3 et 4, non. Je le ferai instamment, comme je l'ai dit. Le 5 n'a pas été démontré. 6, 7 démontré. Le 8 a été démontré. 9, 10 a été démontré. Ça, c'est toujours le 10. Ouais, ben là, je vous l'avais dit qu'il y avait un problème de numérotation. Je devais faire attention à la numérotation. 9, 10. Donc, Menelaus, j'ai bien fait de revenir en arrière, puisque celui-ci, c'est le 11. Ouais, j'avais dit que ici, je devais faire attention. Hein. Si je veux renvoyer vers des liens, il ne faut pas que je fasse des bêtises. Donc, celui-ci, c'est le 11. Celui-ci, c'est le 12. Celui-là, c'est le 13. Et celui-là, c'est le 14. Et là, ça va parler du centre de gravité qui est fort important en mécanique. Donc, ABC est un triangle. G étant le centre de gravité du triangle, bien sûr. Et G est le seul point. G est le seul point du plan de l'espace. L'unique point, le seul point de E ou de l'espace, hein, enfin du plan ou de l'espace, je m'excuse, du point du plan de l'espace, je peux généraliser à l'espace, hein, parce que le plan fait partie de l'espace, donc est le seul point de l'espace tel qu'on est GA plus GB plus GC. Alors ici on a encore une permutation circulaire, c'est ABC par rapport au point G. Alors on a partout, quasiment partout, des permutations circulaires. Hein, voilà. Apparemment, ça viendrait de ça, de ce contexte-là, du fait qu'on a une permutation circulaire ici. Ben, ce sera valable pour les autres. Tout peut être lié à ça en fait. Hein, voilà. Par rapport au centre de gravité.
ABC est un triangle, G centre de gravité. Et là, c'est une relation fondamentale qu'on retrouve, bien sûr, en mécanique. C'est une identité vectorielle remarquable, ça. GA plus GB plus GC, G est le centre de gravité du triangle. Passons au 15. Et là, le 15, vous aurez compris qu'après le centre de gravité, je veux parler de quelque chose de fondamental. Après le centre de gravité, qu'est-ce qui vient après? C'est le barycentre. Hein. On ne peut pas parler de barycentre quand on parle de centre de gravité. Donc là, ça fait référence avec des points. Soit n points, c'est un contexte de points massique. Soit n points AI. Donc on associe à chacun des AI, on fait une application, c'est une application, hein, à chacun des AI, on lui donne une masse. On le fait exister par une masse. Donc on lui associe une masse que j'appelle A1. Au point A1, on a une masse M1. Au point A2, on a une masse M2. Au point A3, on a une masse A3. Donc on a fait une association point-masse. Point-masse. Donc là, le point a une masse. Alors dans le barycentre, enfin dans le centre de gravité, non. Hein. Là, on a des masses qui apparaissent. Alors, bien sûr, tel que si je fais, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué tel avec un S, tel que si je fais la somme des masses, la somme des alpha i, cette somme de alpha i, bien sûr, doit être différente de 0 pour i égale à 1 jusqu'à n parce qu'il y a n points, donc il y a n masses. Et on définit de nouveau un point G tel que on est la somme des alpha i fois GA de i. Alors, vous voyez qu'ici, c'est plutôt... On rencontre la notion de centre de gravité. Hein. Mais là, j'ai pas ABC. J'ai pas 3 points. J'ai un, voilà, avec la masse du... Ouais, enfin, vous voyez cette relation-là qui est ici. Elle est un petit peu représentée dans l'autre, mais avec des masses. C'est juste ça. C'est un peu la même chose. Hein. Je vais le marquer tout de suite. Bien sûr, égale 0. Hein. Je vais le faire tout de suite, comme ça, bon, ça c'est fait. I égale à 1 jusqu'à n. En gros, ben, j'ai un point ici A1. Alors, je peux en mettre 3. Je vais aller au-delà de 3, hein, parce que bon, voilà, 1, 2, 3, 4. Je vais mettre 5. Voilà, 5, ça suffit. Pas besoin d'aller plus loin. Alors, j'associe à A1 une masse M1, qu'on appelle plutôt ici, je l'ai appelé par un scalaire alpha 1. C'est un scalaire. Hein. Alors, je rappelle, en mécanique, on fait la différence entre les scalaires et les nombres réels. Un nombre réel, il n'y a pas de dimension. Un scalaire, il y a une dimension. Ouais, comme ça, vous le savez. Maintenant, peut-être qu'en maths, bon, en mathématiques, le mot scalaire, c'est un mot, voilà, passe-partout, qui est un nombre réel, un nombre réel est un scalaire, voilà. Par contre, en sciences, les réels, ce sont des réels. Multiplication d'un vecteur par un réel, ça n'a rien à voir avec une multiplication par un scalaire, parce que le scalaire a une dimension, le réel, il n'y a pas de dimension. Voilà, comme ça, vous le savez. Maintenant, je ne sais pas comment traitent les maths les scalaires. À mon avis, ils mettent tous les nombres dans... Ils l'appellent scalaire. Bon. Par contre, ici, c'est des mathématiques, oui et non. Pourquoi oui et non?
Le oui, parce que bon, enfin, on en fera de la géométrie, hein, voilà. Mais non, parce qu'en fait, il y a quand même une notion de masse. Euh, et les mathématiques n'ont pas à but de vocation d'utiliser voilà, des unités euh, autres que des vecteurs géométriques. Les vecteurs qui sont non géométriques, euh, faisant intervenir bon, des vecteurs qui vont être multipliés par des scalaires où la dimension est autre qu'un vecteur en unité de longueur qui est un vecteur géométrique, eh bien là, d'office, on est dans un domaine qui n'est plus les mathématiques. On n'est plus dans le domaine des mathématiques. Oui, on a l'usage des mathématiques derrière avec l'espace vectoriel et tout ce qui s'ensuit, euh, les sommes, les multiplications, tout ce qu'on veut. Oui, c'est bien sûr, ça, dans les sciences, on retrouve toujours des multiplications, des additions, on retrouve toujours des opérateurs mathématiques en sciences. Mais ça, c'est plus sa vocation. Le barycentre est plus euh, un, un élément à vocation, on va dire, scientifique, euh, euh, qui est utilisé par la physique et la mécanique. Donc on laissera plutôt l'étude du barycentre on peut le faire en géométrie, c'est pas un problème, hein, on peut aller rechercher, on peut faire des exercices en géométrie sur le barycentre, mais le barycentre est plutôt une notion faisant intervenir la notion de masse, donc avec une unité de, voilà, une dimension qui n'est pas à vocation d'être utilisée, enfin de faire percevoir des vecteurs géométriques. Parce que là, on aura des vecteurs non géométriques, parce qu'on aura une dimension qui n'est pas une unité de longueur pour les vecteurs ici. Puisque vous faites une masse fois un vecteur géométrique, ben, là, à ce moment-là, d'office, vous avez un vecteur non géométrique. Hein. Je rappelle que c'est une somme de vecteurs. Hein. C'est une somme de vecteurs. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'associe à A2 alpha 2, à alpha 3 alpha 3, le point A4 alpha 4, A5, et j'associe une masse alpha 5. Voilà. Donc là, ce sont des couples de points avec une masse. Couple de points avec une masse. Couple, enfin, c'est un couple qui est un point avec une masse. C'est ça que je veux dire. On a un couple ici, un point avec une masse. Un couple avec un point, une masse. Alors, en disant ça, bon, il existe dans l'espace un point G. Il existe. Hein. Je ne sais pas où il est ici. Bon, il faut le trouver, justement. Il faut le calculer. Le point G, il faut le calculer. Il faut savoir où il se trouve. Il existe un point G. Il existe un seul point G. Voilà. Alors, si je mets bien sûr un repère dans l'espace, je peux mettre un repère dans le plan ou dans l'espace. Hein. Voilà. Tel que là, je recherche le vecteur OG. Je recherche le vecteur OG. Mais ça, on peut le trouver. Hein, où est le point G? Ce point G, on sait. Alors, l'écriture, elle va se faire presque comme ceci. C'est presque la même chose. Si ce n'est qu'on va lui associer la masse correspondante. C'est-à-dire, si je voulais faire la même chose que le centre de gravité, ben, j'écrirais GA1 plus GA2 plus GA3 plus GA4 plus GA5 de telle manière que je peux trouver le G pour lequel la somme fasse 0. Bon, ça c'est le centre de gravité. Là, G est centre de gravité. G est centre de gravité. Maintenant, si je fais intervenir les masses, j'aurai alpha 1 GA1 plus alpha 2 GA2 plus alpha 3 GA3 plus alpha 4 GA4 plus alpha 5 GA5. Et là, le G, il est plus centre de gravité, on appelle ça le barycentre. Bien sûr, il faut retrouver ce point G. Il faut retrouver ce point G, bien sûr, de telle manière que cette somme fasse 0.
Le but, c'est de trouver ce point G. Il est quelque part dans l'espace. Voilà, il est unique. Hein. Que ce soit le barycentre ou le centre de gravité, il est unique. Voilà, donc ça, c'est plus un aspect, on va dire, de science. Hein, de science plutôt que mathématiques. Bien qu'en mathématiques, on peut faire des calculs de barycentre sans aucun problème. Donc ça veut dire que vous devez associer à chaque point une masse. Hein. Donc là, c'est de la mécanique. Hein. Si vous associez un point une masse, on retombe dans le domaine de la mécanique. Voilà, donc ça reste encore une fois des identités remarquables. Le barycentre et le centre de gravité sont des identités remarquables. Alors on a un théorème qui date... je vous ai parlé du théorème de Menelaus et le théorème de... comment on appelle ça? De Seva, Menelaus. Il y a un théorème qui est un peu... un petit peu similaire, je ne vais pas dire, bon, pas dire similaire, mais c'est le théorème de Desargues. Alors, bien sûr, je vais le mettre en 16, je crois. Barycentre 15 et théorème de Desargues 16. Bon, là, ce qui m'intéresse le plus, c'est la numérotation, pour que je fasse les références vers les démonstrations. Donc voilà, théorème de Desargues. Alors, on peut écrire une écriture vectorielle, hein, mais ça, voilà, je mettrai au moment important quand je ferai la démonstration. Si les sommets de deux triangles correspondant, enfin, si les sommets de deux triangles, deux triangles correspondent de manière que les droites joignant les sommets correspondants se coupent en un même point, alors ici il m'a complètement bon, je vais recommencer ça parce que il m'a complètement foiré l'écriture. On va recommencer cette écriture. Je fais qu'énoncer. Voilà, je le démontrerai au moment venu. De toute façon, vous avez le numéro 16. Je renverrai vers le 16 avec sa démonstration. Si les sommets... Je fais qu'énoncer sans mettre l'identité remarquable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si les sommets de deux triangles correspondent de manière
que les droites joignant les sommets correspondants donc si les sommets de deux triangles correspondent de manière que les droites joignant les sommets correspondants se coupent en un même point, alors les points de concours des côtés opposés à ces sommets correspondants sont alignés. Bon, ça a à voir un petit peu avec du Menelaus, hein, voilà, Menelaus. Ça a à voir avec du Menelaus. Je ferai là, bon, c'est un petit peu du Menelaus quelque part. Voilà, quand on regarde bien, bon, l'alignement, c'est collinéaire, c'est Menelaus qui sont en charge. Voilà, collinéaire, c'est Menelaus. C'est un petit peu, on va voir un petit peu ça. Ça, je le verrai, je développerai au moment venu. Au moment venu, je le développerai. Voilà, ça c'est le théorème de Desargues. Alors Desargues, je vous rappelle que 80 après Jésus-Christ, c'est Menelaus. 15 verset 100, c'est de Séva. Et ça, c'est avant. Hein, c'était Desargues, c'est dans bon, vers 1500. Je ne sais pas combien, vers 1500. Vers 1500, je ne sais pas. Peut-être 1500, milieu 1500, fin 1500. Mais en tout cas, vous avez une situation historique. 80 après Jésus-Christ, c'est Menelaus. On parle d'alignement. Ici, il faut, on arrive en 1500 pour parler d'alignement. Hein. De nouveau d'alignement par rapport à ce qui est voilà, l'énoncé qui est là. Si les sommets de deux triangles correspondent de manière à ce que les droites joignant les sommets correspondants se coupent en un même point, alors les points de concours des points opposés à ces sommets correspondants sont alignés. Il a fallu trouver, enfin il a fallu 1500 pour trouver ça. C'est un problème d'alignement, c'est un problème de à la Menelaus, on va dire. Alors que De Seva, lui, il voyait, il regardait si c'était coplanaire. Et ça, c'est en 1600. De Seva, c'est en 1600. Donc ici, c'est encore un problème de collinéarité, si vous voulez. On a une forme de collinéarité. Hein. Collinéarité. Je rappelle que la collinéarité peut s'exprimer au niveau vectoriel par U égale K fois V. Hein. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle des vecteurs linéairement dépendants. Hein. Voilà, collinéarité, c'est des vecteurs linéairement, j'ai bien dit, des vecteurs linéairement dépendants. Parce qu'il existe les vecteurs linéairement indépendants et les vecteurs linéairement dépendants. Alors ici, j'ai bien dit dépendants. Ils dépendent l'un de l'autre. Donc, s'ils dépendent l'un de l'autre, ils sont liés. Voilà, quand vous dépendez de quelqu'un, vous êtes lié à quelqu'un. Donc la collinéarité est le fruit des vecteurs linéairement dépendants. Alors le 17. Le 17, ça concerne un carré. On a A, B, C, D, E est une figure géométrique du plan, est un carré. Si vous avez un carré, ici je ne sais pas pourquoi j'ai oublié une lettre, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça, c'est A, B, C, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça, j'ai marqué A, j'ai oublié une lettre, A, B, C, D. A, B, C, D est un carré, voilà, comme ça je ne fais pas un trou dans les lettres. A, B, C, D est un carré,
Alors je vais dire que euh, alors je vais prendre un point quelconque que je vais appeler E. Alors si on a la relation suivante est telle que on a, bon celui-ci je ne vais pas l'appeler E parce qu'on risque de confondre avec le C, je vais l'appeler X. Ah, X. ABC, ABCD est un carré, X est tel que BX égale AB, BX égale AB. Ça veut dire qu'il existe, encore une fois, un seul point P tel que on est PA plus PB plus PC plus PD. Alors ici, je rappelle que, bon, encore une fois, on a comment on appelle ça, A, B, C, D. Voilà, tous les points sont présents, c'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, il y a aussi le point P. Le point P, bah, il revient dans tous. Le point P, il est là, là, là et là. Comme ça, vous le savez. Alors, bien sûr, il y a une multiplication à tenir compte. Multiplier par, de nouveau, je vais rechercher P. Alors, là, normalement, je ne suis plus trop sûr de ce que c'est. Je ne suis plus très sûr. Mais il faut que je fonce à l'eau. Alors, s'il y a une petite erreur ici, je la corrigerai. Parce que bon, je ne suis plus très sûr de ça. À mon avis, ce serait PC plus PX. Bien sûr, il faut faire intervenir le PX. À un moment donné, il faut faire intervenir le PX. Voilà, donc PX. Voilà. Bien sûr, et ça, c'est une identité remarquable égale... alors, c'est une somme vectorielle ici. On a une somme vectorielle là, et on multiplie par un scalaire ici. Donc ça fait 0. C'est un 0 scalaire. Bon, maintenant, le PC, je suis pas sûr. Bon, maintenant, j'irai revoir sur Internet, et je vous dirai si c'est ça. Mais en tout cas, bon, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est l'identité vectorielle là. Si on a ABCD qui est un carré, x est tel que BX égale AB, eh bien, il existe un seul point P du plan tel que PA plus PB plus PC plus PD fois PC fois plus PX vaut 0. Bon, il n'existe qu'un seul point qui vérifie ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est PC? De toute façon, je vais le démontrer. Le jour où je démontrerai, je vous dirai si j'ai fait une petite erreur ici d'écriture ou pas. Bon, le 18. Le 18. Je dirais A, quand vous écrivez ceci, AB, CD égale moins 1, c'est ce qu'on appelle un rapport harmonique. On a un rapport harmonique. Et alors, si on a un rapport harmonique, C et D, on dira qu'ils sont conjugués harmoniques par rapport CD conjugué harmonique par rapport à B.
Je démontrerai ça aussi. -19. ABCD sont mettre un quadrilatère. Donc, A, B, C, D sont, donc je vais l'écrire comme ceci parce que sinon, sont les sommets d'un quadrilatère quelconque. BD et AC sont les diagonales. Donc, on a ABCD sont les sommets d'un quadrilatère quelconque. BD et AC sont les diagonales. Et M1 et M2 sont les milieux respectifs. Hein. Donc de BD et de AC. M1 et M2 c'est-à-dire, bon, M1 milieu de BD et M2 de AC. À ce moment-là, je peux écrire la relation vectorielle, l'identité vectorielle suivante. AB carré plus, vous revoyez ici la AB, BC, c'est voilà, permutation circulaire, plus BC carré, plus CD carré, plus DA carré égale AC carré plus BD carré plus 4 fois M1 M2 au carré. Donc AB carré plus BC carré plus CD carré plus DA carré égale AC carré plus BD carré plus 4M1 M2 au carré. Alors maintenant, je vais refaire un petit peu les cercles parce que bon, j'ai fait un petit peu de tout. Hein. Bon, j'ai fait le quadrilatère, triangle, carré, parallélogramme, ouais, tétraèdre. Ça c'est quoi le triangle, quadrilatère gauche, triangle, triangle. Bon, ça c'est des points quelconques de l'espace. Triangle, carré, et maintenant, bon, quadrilatère quelconque ici. Ça c'est un quadrilatère quelconque. Et maintenant, je vais faire un petit peu les cercles, de propriétés sur les identités remarquables sur les cercles, et j'en terminerai avec ça. Donc je suis arrivé à, là c'est le 17, je vérifie pour pas que je me trompe, bien sûr, 18, 19 et 20.
Alors, que dit le 20? Je prends d'un cercle cette fois-ci, propriété d'un cercle. Si d'un point P, on mène une séquente quelconque, bien sûr, a une circonférence, ici je prends un cercle, hein. C'est une propriété sur les cercles. Bon, il n'y a pas que des propriétés sur les carrés, voilà. Il existe aussi des propriétés vectorielles sur les cercles. Donc séquente quelconque a une circonférence. Les produits des segments déterminés sur cette séquente par le point que je viens de, voilà, par un point P, voilà, c'est par ce point P, donc cette séquente par le point, c'est par le point P, une séquente par le point qui est le point P, hein. Et les deux points d'intersection AB. AB sont les points d'intersection, je les dénote comme étant les points d'intersection. AB est une constante. Donc si d'un point P on mène une séquente quelconque à une circonférence, le produit des segments déterminés sur cette séquence par le point, bien sûr P, et les deux points d'intersection AB est une constante. Alors à ce moment-là, je pourrais écrire bon, l'identité vectorielle suivante, PA fois PB égale la norme de PA fois la norme de PB. Alors là, on aura deux cas de figure. Soit on aura du plus ou du moins. Alors s'il est plus, alors P est extérieur. P est extérieur. Si on a du moins, P est intérieur. Alors ça permet de voir si un point est extérieur ou intérieur ou extérieur, hein, en faisant ceci, PA fois PB. Dernière propriété, le 21. Enfin, je pourrais encore continuer comme ça, hein, et mettre plein de... Il existe plein en géométrie vectorielle beaucoup d'identités remarquables. Je vous en mets quelques-unes. Bon, voilà, je pourrais continuer, en mettre... voilà, je pourrais continuer, mais je m'arrêterai là. Là, maintenant, je parlais de la cocyclité de 4 points. Alors, ça veut dire que les 4 points appartiennent au cercle, hein, c'est ça que ça veut dire. Alors, les 4 points qui appartiennent au cercle seraient par exemple A, B, C, D. Voilà, voilà. Alors, la droite, on aurait telle que la droite passant par AB. La droite passant par AB. Et celle passant par CD sont concurrentes, bien sûr, en un point P. Elles sont séquentes, concurrentes en un point P. Donc le point P serait par exemple là. Ça veut dire concurrentes, hein, elles sont concurrentes ou séquentes en un point P.
P n'appartient pas à A, B, C, D, alors ça suppose que ben, tout ce que je viens de dire là, que les 4 points sont cocycliques, PA PA fois PC est égal à, vous l'aurez compris, enfin, PA fois PB. Vous l'aurez compris si vous avez compris le jeu des comment on appelle ça, des permutations circulaires des points. On aura PB, on aura PC fois PD. En d'autres termes, ça je pourrais l'écrire autrement. Hein. Je peux l'écrire autrement, je peux écrire PA PB moins PC PD égale 0. Je peux l'écrire autrement. Si vous avez l'identité remarquable vectorielle PA, PB, moins PC, PD, égale 0, ça veut dire que A, B, C, D sont cocycliques. Ils appartiennent voilà, à un cercle. Alors, dans un cercle, on aura A, B, C, A, B, C, D sont cocycliques. Alors ici, vous disiez que le point P, dans le théorème, enfin l'énoncement de... Bon, je m'y perds déjà dans les pages. P n'appartient pas au cercle. Voilà, P n'appartient pas à BCD. Donc, un point P serait, par exemple, le point P serait ici. PA fois PB est égal à PC fois PD. Le point PD. Enfin, le vecteur. Vecteur là. Je vais mettre en noir. Voilà. Donc on aura la relation là qui était une relation, on va dire, remarquable. Une relation vectorielle remarquable. Et remarquez toujours qu'il y a toujours cette fameuse permutation circulaire. Hein. A, B, C, D. Et je pourrais continuer comme ça et mettre toute une panoplie en cours de relations vectorielles. Je pourrais continuer. Ben, j'en ai choisi 21. Je vous ai mis 21, dont certaines ont déjà été démontrées. Alors je vais vite les parcourir et je terminerai cette vidéo en les parcourant une par une. Voilà, donc on a là, dans tout tétraèdre ABCD, on a AD fois AC plus AB fois AD plus AC fois AB est égal à CB fois CD. Ça c'est dans tout tétraèdre. Soit ABCD, 4 points quelconques du plan ou de l'espace. AB fois CD, là on est en produit scalaire, plus ACDB plus ADBC égale 0. Vous remarquez voilà une certaine forme de permutation. Regardez bien, on fait BD, CB et DC. Et d'un autre côté, on fait AC, AD et AB. Donc, quand je prends le A, en prenant le A, vous mettez B, C, D, on ressent la permutation circulaire là. Voilà. Et là, on ressent une autre permutation circulaire qui est CD, DB et BC. On ne prend pas le A. Vous ne prenez pas le A. On a une permutation circulaire entre BCD. Donc on a
BC, BC, CD et DB. On a une permutation circulaire ici. On en a deux de permutations circulaires. Et alors, bien sûr, il y en a un, c'est toujours A, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est un deuxième cas d'identité remarquable vectorielle. C'est un deuxième cas. Et alors, je peux continuer la suite. Hein, là, par contre, il manque le 3. Voilà. Le 3, c'est A fois B fois C. C'est double produit vectoriel, plus B fois C fois A, plus C fois A fois B égale 0. Le 4, c'est ça, c'est un produit mixte. On a l'identité d'un produit mixte, là. Le 5, on a de nouveau A fois B fois C fois D. Là, c'est des produits vectoriels avec des produits scalaires. Le 6, c'est ABCD déterminé dans un ROD. Enfin, ABC déterminé dans un ROD, un plan pi. On a ABC qui est dans un plan. On a 3 points qui sont coplanaires. Alors, s'ils sont coplanaires, on peut écrire OA fois OB plus OB fois OC plus OC fois OA est perpendiculaire au plan pi. Et bien sûr, c'est pas pourquoi ça, parce que c'est l'équation d'un plan. Hein, ça, c'est l'équation d'un plan. Bien sûr, à partir de l'origine. Hein. Voilà. Ensuite, ABC, parce que enfin l'équation à partir de l'origine, c'est-à-dire on a le plan divers, le plan à partir de l'origine. Oui, c'est ça. On a la normale, hein, puisque perpendiculaire au plan. Voilà. Et on a tout ce qu'il faut pour faire l'équation d'un plan avec ça. ABC collinaire, P n'est pas sur cette droite. Ben, on peut écrire PA fois PB plus PB fois PC plus PC fois PA. On a AB, BC, CA qui est une permutation circulaire, avec chaque fois le point P. Bien sûr, ABC collinaire. P n'est pas collinaire, n'est pas sur la droite, hein, il n'est pas collinaire ABC. Et on peut écrire cette équation vectorielle, c'est le 7. Le 8, A et B, A différent de B, M milieu de AB, ben A, PM égale PA plus PB sur 2. Voilà, et ça, on peut en déduire le milieu. Hein. Le milieu, je peux le déduire, oui, je pourrais déduire le milieu à partir de ça. PM, je mettrais MM égale 0, MA plus MB égale 0. Donc, le 21, et celui-là, je l'ai déjà démontré. Donc, je suppose que je suis en 21, là. 21, 19. Je vais mettre une 22e. Alors, 22e, c'est le milieu, parce que c'est vrai que c'est fort important, ça. Hein. Le milieu, c'est MM. Je vais chercher la relation, je sais pas, PA plus PB, là. PA plus PB sur 2. Voilà, celui-ci, PM égale PA plus PB sur 2. Et je vais aller en faire le milieu. Donc, c'est PM égale PA plus PB sur 2. Je vous rappelle ici, on a AB, c'est aussi cyclique. Hein. C'est cyclique, toujours par rapport à un point M. Si maintenant, si M égale P, on aura non plus le vecteur PM, mais le vecteur MM. Voilà. Et donc, on aura MM. Donc, on aura le vecteur non plus PM, mais le vecteur nul. Alors, le P, comme je l'ai remplacé par M, je vais l'appeler MA plus MB. C'est plus P. Donc, on aura MA plus MB. Voilà, si M égale P. Et là, ça a été démontré, c'est pour ça que je l'ai entouré. Hein. Donc, ce qui veut dire que, dans ce cas-ci, MA plus MB égale 0, parce que je fais passer le 2 de l'autre côté. Donc, on aura MA plus MB égale 0. Voilà. Mais j'aurais dû pas le mettre parce que bon, c'est un cas particulier de barycentre, vous l'aurez compris. Hein. C'est un cas particulier de barycentre où vous avez, si j'appelle G le centre de gravité, du milieu du segment AB, GA plus
GB égale 0. C'est un cas particulier de centre de gravité. Donc, ça veut dire qu'ici, M est milieu du segment AB. Voilà, et vous pouvez parcourir. Celui-là, il a déjà été démontré. Je l'ai démontré. Je vais même démontrer tous les rapports de section qui valaient. Il y avait 1, je crois, moins 2 et. Je sais plus, il y avait 1 demi, 1, je ne me rappelle plus. Voilà, 1 demi, 2, moins 2. Enfin, je sais bien qu'il y avait du négatif. Moins 2, 1, oui. 1, moins 2 et 1 demi, je crois. Je crois que c'était ça. Les rapports de section, c'était 1, moins 2 et 1 demi. Alors, donc c'est un cas particulier de centre de gravité, le centre de gravité d'un milieu. Le centre de gravité d'un segment, le point G est unique, voilà, il est égal au milieu du segment AB. Le centre de gravité, c'est le milieu du segment AB. Bon, maintenant, si vous mettez trois segments, bon, le centre de gravité de 3 segments, il faudra concourir en mettre GA, GB, GC. Et là, à ce moment, on comprendra qu'il y aura des rapports en tiers et non plus des demi. Hein. Ce sera des rapports de tiers, hein, de 1 tiers, 2 tiers. Alors qu'ici, c'est un demi, un demi. Hein. Le milieu, c'est un demi, un demi. Si vous mettez 3 segments et vous faites le centre de gravité de 3 segments, vous allez avoir voilà, des tiers, hein, des tiers, 2 tiers, d'un côté d'un tiers et de l'autre côté 2 tiers. Parce que là, il y aura GA, GB, GC. Puisqu'il y a 3 points ABC pour faire un triangle. Et donc, on aura un triangle composé de 3 points, 3 angles et 3 segments. 3 segments. Donc, si on veut faire le centre de gravité, ben, il faut faire le centre de gravité voilà, par rapport aux 3 segments. Donc, voilà, on cherche le point P par rapport aux 3 segments. Et donc, il va concourir à être disposé voilà, sur 3 lignes. 3 lignes avec des rapports de segmentaires qui sont de 1 tiers, 2 tiers. Bon, et dans les tétraèdres, ce sera des rapports segmentaires centre de gravité. Là-bas, vous comprendrez que dans le rapport, là-bas, il y a 4 faces. 4 faces. On peut comprendre que dans les 4 faces, on a un rapport segmentaire de 1 tiers, 3 tiers. Donc on va se retrouver à 1 quart. 1 tiers, 3 tiers, ça, on va se retrouver au quart. Au quart. Donc si vous voulez le centre de gravité, il sera situé au quart. Donc on aura un quart, bien sûr, et au-dessus 3 quarts. Hein. Je vous remercie.